Bonjour à tous et bienvenue sur notre Webitrans numéro 7, donc, qui est dédié au décryptage, donc ILAB, IDEMO et Projet Innovation France 2030, donc vraiment dédié aux dispositifs de financement que l'on peut trouver pour tout ce qui est innovation et qui est souvent le nerf de la guerre au niveau d'un lancement de projet. Alors, le programme du jour. Donc, on a une petite présentation des objectifs du webinaire que je vais faire là dans la foulée, avec une présentation de notre structure e-trans en quelques mots. Et après, je laisserai la main donc, à BPI France avec Véronique Dumortier qui va nous faire un zoom sur le concours Innovation ILAB. Ensuite, nous aurons Jérôme Lemonnier de la Traite qui interviendra sur Projet Innovation France 2030 et IDEMO. Et nous aurons un retour d'expérience pour le projet Tracy Plus qui a été financé et labellisé dans le cadre d'un IDEMO par Jean-Christophe Le Breton de Siemens. Donc, on en a pour 1 heure logiquement ensemble. Vous avez tous accès aux questions. Vous pouvez les poser au fur et à mesure. On y répondra. Ensuite, vous n'avez pas vos caméras et vos micros actifs. Donc, ça, c'est exclusivement nous en tant qu'intervenants. Mais n'hésitez pas, s'il y a un souci technique, s'il y a des questions au fur et à mesure sur ce qui est présenté, on vous laissera bien sûr la main au niveau questions et on y répondra. Alors, petit zoom e-trans, et puis après, je laisse la main à tous nos intervenants. Donc, nous, on est le pôle de compétitivité sur tout ce qui est mobilité décarbonée et connectée. Donc, on est là pour développer la compétitivité des entreprises et des territoires grâce à l'innovation collaborative. On a une présence, comme vous pouvez le voir, régionale, plus fortement au niveau de nos adhérents en Hauts-de-France et aussi en région parisienne, mais on rayonne au niveau national et également européen. Notre communauté est composée de plus de 200 membres, ça c'est nos chiffres de 2025. On a notre plateforme Veille qui relaie plus de 1300 informations également sur les transports, sur la mobilité. Nous avons plus de 210 projets accompagnés depuis 2021 et nous avons 20 événements organisés sur 2025. Donc nous, on est là au niveau de différentes filières. On est vraiment sur la mobilité au sens large, la filière ferroviaire, filière automobile, filière aéronautique et industrie du futur qui vient en transversal sur tout ça. La communauté, nos membres sont issus de toutes c'est toute catégorie, hein, ça va de la start-up au grand groupe. On a également les territoires, tout ce qui est académique. Et nous, on est là, notre rôle majeur, c'est la mise en relation entre ces différents acteurs pour voir émerger de l'innovation et des projets pour qu'on vous accompagne là-dessus et qu'on les voit vraiment mener à bien. Donc voilà, petite slide rapide au niveau de notre présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Voilà l'équipe opérationnelle qui épaule les adhérents au quotidien. Nous, on a chaque adhérent est vraiment accompagné par un de ses coordinateurs de projet. Et notre rôle vraiment, c'est d'être présent pour l'innovation. Alors, je laisse la main à Véronique Dumortier de BPI France pour la présentation de ILAB. Merci Elodie. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le concours d'innovation ILAB 2026, concours qui existe depuis plus de 28 ans. C'est la 28e édition. Donc, au niveau du concours d'innovation, le but, c'est de faire émerger les projets deep tech, donc ceux souvent qui sont des labos. Donc, on a 2 concours. Le premier, c'est plutôt le IPHD, qui permet à un chercheur de se dire si son projet peut aller sur la création d'entreprise. Donc, c'est une subvention. Et ensuite, on a le concours ILAB, donc celui dont je vais vous présenter. Et donc là, c'est plutôt booster la création de sa start-up. Donc, on est sur une création qui est déjà faite ou qui est imminente.
Donc, le concours d'innovation va permettre d'accompagner un projet deep tech via une aide financière et un accompagnement adapté. On est sur 6 thématiques. Donc, grosso modo, vous avez tout ce qui est environnement, l'électronique, tout ce qui est industriel, avec les matériaux, tout ce qui est mécanique, la partie médicale et également le numérique. Je vous ai mis un petit peu les chiffres de 2025, ça vous permet d'avoir un petit peu la vision au niveau des secteurs d'activité. Donc, on constate bien que la partie médicale voilà, est assez représentative des projets deep tech. Et ensuite, on a la partie numérique. Donc, j'espère que via cette présentation, on aura un peu plus de projets industriels. Voilà. Après, bon, c'est assez courant d'avoir la partie plutôt médicale et logicielle, parce que les projets deep tech, les entreprises ne savent pas forcément qu'elles font de la rupture techno. Au niveau des chiffres, donc, ça vous donne un petit peu aussi, au niveau du concours, une visibilité sur le nombre de candidats. Donc, on a presque 500 candidats, donc c'est au niveau national. On va auditionner à peu près la moitié. Donc, et au final, on aura un quart de lauréats. Le nombre de lauréats dépend à la fois de l'enveloppe de subvention qui sera allouée, mais aussi de la qualité des projets. Donc, voilà, ça donne un peu des chiffres, mais ce n'est pas forcément représentatif d'année en année. Voilà. Donc, mais ça, voilà, ça vous permet de voir quand même qu'on est sur une sélection très précise des projets. Il y a une concurrence quand même au niveau national, même si au début, c'est plutôt au niveau régional. Mais vous verrez un petit peu dans le process vers la fin de la présentation. Donc, au niveau des projets attendus, on est sur une durée de projet de 12,6 mois. On passe sur des projets deep tech, donc des projets assez longs. L'entreprise doit être créée depuis moins de 2 ans, donc c'est-à-dire après le 1er décembre 2023. Juste une particularité pour les projets qui ont bénéficié d'une PFTE ou un prix Pépite, qui pourront candidater au niveau, si elle a moins de 3 ans. Donc, c'est un peu la particularité. Et si elle a moins de 3 ans, ça sera après le 31/12/2022. Au niveau des dépenses, donc on retient jusqu'à 60% des dépenses éligibles. Donc, ça veut dire à peu près 600 000 maximum d'aide pour 1 million de dépenses. C'est des montants qui sont donnés. Après, on voit rarement ce genre de montants alloués pour accompagner un maximum de projets. Et il faut savoir que l'assiette des dépenses sera remaniée si le projet a été retenu au niveau du concours pour essayer d'être calibré à 60% des dépenses éligibles si le montant est moins. Au niveau des dépenses, on est sur des projets de R&D, donc des dépenses de R&D, donc tout ce qui est propriété intellectuelle, tout ce qui est de faisabilité, prototype, conseil, formation, temps de personne, frais de personnel, etc. Au niveau du financement, on est sur de la subvention à 100%. Il n'y a pas de condition de fonds propres. Mais vous verrez un petit peu après, on est quand même sur une étude financière au niveau du projet, donc on regardera si le plan de financement tient la route, si la société est en capacité de mener à bien ce projet via, on va dire, la subvention ou via d'autres moyens de financement. Au niveau du versement de cette aide, on est sur une première tranche à 70%. Et ensuite, en fonction du projet, en fonction du montant, on sera sur 1 ou 2 versements intermédiaires avec des go-no-go et enfin un solde à 20% minimum. Donc, sur présentation des justificatifs de dépenses, bien entendu. Au niveau des critères de sélection, donc là, on va regarder le projet dans sa globalité. Donc, il y a le caractère innovant, bien sûr, et de savoir si la POC a été établie ou non. Donc, on est sur des projets quand même assez matures. On va dire que la cross-faisabilité a déjà été faite en amont. Et ensuite, il n'y a plus qu'à dérouler la partie développement qui est le plus gros au niveau d'un projet deep tech. Donc, on regardera ce caractère. Ensuite, on a l'aspect plutôt environnemental. Donc, aujourd'hui, c'est quand même un enjeu. Donc, savoir si ce projet a un impact positif au niveau de l'environnement et également au niveau sociétal. Ensuite, on a le volet plutôt propriété intellectuelle, tout
tout ce qui est juridique. Donc, savoir s'il y a une liberté d'exploitation, si la propriété a été faite ou a été vérifiée. Donc, c'est l'aspect plutôt réglementaire. Ensuite, on a l'aspect financier. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur une cohérence du plan de financement. Et voilà, s'il y a des levées de fonds qui sont prévues, voilà, comment elle va financer le projet, en sachant qu'on est sur, sur une aide, sur une subvention. Comme je dis souvent, c'est un peu du plus au niveau de financement d'un projet. Donc, il faut toujours avoir des plans B si malheureusement les subventions ne sont pas présentes. Vaut mieux avoir toujours un plan B quand vous présentez le projet au niveau du concours. Au niveau après, il y a tout ce qui est aspect marché, hein, bien entendu. Donc, voilà, s'il y a une connaissance du marché, les perspectives à ce niveau-là. Et aussi par rapport à la concurrence existante. Donc, bien montrer un petit peu la différenciation et ce que vous apportez au niveau du marché en termes de valeur. Enfin, on a la partie équipe. Donc, un projet de deep tech, souvent, il y a une personne, mais c'est important de montrer que l'ensemble de l'équipe, la complémentarité ou les recrutements prévus, parce qu'un projet porté seul a beaucoup plus de mal à aboutir. Donc, voilà, c'est d'identifier vraiment les rôles de chacun, de savoir les compétences, la complémentarité. Ça, c'est important au niveau de l'équipe. Donc, un projet, regardez vraiment dans sa globalité avec tous ces critères. Après, voilà, il y a des critères, ça sera peut-être plus compliqué à l'instant T, mais il faut montrer que voilà, c'est bien pris en compte et on fait en sorte que. Au niveau du process, donc bon, là, ça fait un peu, voilà, c'est un peu long quand on voit ça. Je vais détailler un petit peu par la suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une première présélection au niveau régional. Donc, la date butoir au niveau des dépôts de dossiers, on est sur le 3 février à midi. C'est important. Donc, vous déposez le dossier jusqu'à cette date. La date de prise en compte des dépenses, c'est prévu le lendemain si la société n'est pas créée. Si la société est créée et si elle n'est pas encore créée, ce sera la date de création. Donc, les dossiers sont instruits par l'équipe innovation ici au niveau de Lille. Ensuite, on a un premier jury qui rassemble la DRAVRI, la DRETS, la région. La MEL également est présente, mais n'a pas, ne décide pas. Ils se réunissent et ils sélectionnent les premiers dossiers qui vont être expertisés. Donc, grosso modo, on est sur à peu près la moitié qui seront retenus. Donc, la sélection, voilà, il faut faire des choix. Voilà. Après, on ne pourra pas communiquer sur le nombre de dossiers qui ont été déposés. Voilà, ça reste assez confidentiel. On sélectionne les dossiers et ensuite, il y a une phase plutôt instruction approfondie. Donc là, on laisse la main à des experts externes et internes. Donc là, il y a une audition qui est prévue. Voilà, donc le porteur de projet avec son équipe peut participer à cette audition. Donc, je vous mets le détail. Vous avez une présentation orale à peu près de 20 minutes, des questions-réponses qui sont beaucoup plus longues parce que là, on va aller dans le dur. Eux, ils ont accès de toute façon aux dossiers papier, mais voilà, l'échange sera quand même plus intéressant. Et ensuite, il y a un débriefing qui est prévu avec les deux experts, donc celui de BPI France et celui qui est externe. Il faut savoir qu'il y a une analyse qui sera faite au niveau du dirigeant. Donc, c'est un test en ligne et un entretien avec un cabinet. Donc, parce qu'un projet doit être, il y a quand même la partie humain et le dirigeant est quand même assez clé au démarrage. Donc, savoir s'il a cette capacité à mener un projet. Même s'il y a une équipe autour de lui, c'est important. Donc, le concours a beaucoup évolué d'année en année et il y a des aspects qui se sont renforcés pour valider au mieux les projets et dans tous les cas pour les porteurs de projets, même si in fine ils ne sont pas retenus. C'est vraiment une belle expérience au niveau de cette expertise. Ça permet de se challenger. Et souvent, c'est beaucoup de conseils au niveau des experts. Et il y a toujours un petit débrief
à la fin du concours, voilà, si ce n'est pas retenu, pour pouvoir avancer et modifier certaines choses au niveau du projet et savoir comment s'améliorer. Donc voilà, après, bon, je vous ai mis l'ordre d'organisation chronologique des questions-réponses, mais voilà, on reprend toutes les thématiques que je vous ai exposées tout à l'heure. Donc, expertise approfondie. Ensuite, il y a une harmonisation au niveau des notes, parce que là, on arrive au niveau national. Donc, se faire en sorte que tous les projets soient bien regardés de la même manière. Ensuite, il y a une note qui est donnée à chaque projet. Et en dessous de cette note, les projets ne sont pas retenus, ils ne remontent pas au niveau national, au niveau du jury national. Et donc là, ça s'arrête là. Et pour les autres, il reste une dernière sélection au niveau du jury. Donc là, il y a une réunion. Voilà, on va dire que là, c'est classique. Ils regardent les dossiers, un comité, et ensuite ils sélectionnent les lauréats. Donc, vous voyez que ça, on arrive en juin. Donc, le concours commence en février et se termine à peu près en juin-juillet. Donc, on sélectionne les lauréats. Et ensuite, il y a la remise des prix en juillet. Voilà pour le concours ILAB. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même si c'est après coup, je reste disponible. Je m'occupe du concours depuis, c'est la 28e édition et ça fait 22 ans que je m'en occupe. Et donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des précisions à demander. Il faut savoir, au niveau du concours, tous les dossiers qui sont déposés, même s'ils n'aboutissent pas, ils ne sont pas lauréats, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons projets. C'est juste, on reste sur du concours, donc on sélectionne, à la fois au niveau régional, mais après c'est national. Donc voilà, il y a des aides disponibles au niveau de BPI France si malheureusement, voilà, si le projet n'est pas retenu au niveau du concours. Il y a des dispositifs d'aide et on peut prendre le relais si besoin. Voilà, merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas, si questions, on en parlera à la fin de la présentation. À tous. Alors, j'en ai une. Je ne sais pas, Véronique, si Oui. vous pouvez y répondre de suite. Alors, combien de temps faut-il de préparation pour une candidature, en fait? Est-ce que début février, ça semble faisable? À la date d'aujourd'hui, tout dépend de la maturité du projet, parce que bon, ça reste un dossier à écrire. On va dire si tout est déjà bien calibré, voilà, c'est jouable. Après, on ne s'arrête pas forcément au dossier papier, même si la première sélection, c'est le dossier papier. Alors, si le projet est déjà connu, bon, c'est plus facile à instruire. Voilà, tout dépend de la maturité. Et après, on va dire que les journées elles vont être un peu plus longues si on veut déposer au 30 février. Après, il faut savoir que c'est 2 ans de création d'entreprise. Donc, voir si c'est assez mature pour candidater cette fois-ci ou plutôt l'année prochaine. Donc, ça, c'est à voir. Mais voilà, ça se tente. Après, voilà. Ok. Et puis, voilà, rien ne n'empêche de candidater sur 2026 et de le reproduire en 2027. Enfin, c'est pas fermé. Oui, voilà. Ça peut être une première tentative. On peut candidater chaque année jusqu'à, voilà, si on respecte ce critère d'âge. Voilà, on peut tenter là et on peut tenter l'année suivante si besoin. Voilà, c'est pas gênant si on revoit les mêmes projets. Souvent, on voit le avant et le après. C'est important aussi qu'il y ait une différenciation sur le projet qui a été posé et qui n'a pas été retenu. Si le projet suivant est plus mature, voilà, c'est important. Si c'est la même chose et on voit qu'il ne s'est rien passé, voilà, c'est un peu plus gênant. Donc, c'est possible. Ok, merci. On a une deuxième question. Pour ceux qui viennent d'avoir le label Deep Tech depuis décembre 2025, est-ce risqué de postuler? Pour ceux qui ont eu le label en décembre 2025, qu'ils ont eu c'est-à-dire
Alors, je n'ai pas d'autres précisions. Ou Après, un prix ou... Là, j'ai pas d'autres précisions, mais j'inviterai la personne peut-être à... voilà. Oui. Donc, Voilà, oui. Oui, je vois donc le label BFTE. Donc, oui, si il y a eu le label BFTE, ça veut dire que l'entreprise a 3 ans pour candidater au niveau de l'âge. Donc, oui, c'est possible. Après, si la BFTE a été lancée et qu'on est encore en phase où il y a un petit peu de travail de faisabilité, tout ça, voir si c'est pas trop mature et attendre plutôt l'année prochaine pour candidater. Ou si la feuille de route est déjà écrite et pourquoi pas, hein, c'est pas gênant. Parce que de toute façon, on est sur un dépôt de dossier en février, ça dure quelques mois. La BFTE, peut-être que ça pourra être un enchaînement parce que la mise en place de l'aide ILAB, si la société elle est lauréate, on est sur, voilà, il faut la notre instruction qui sort, donc on est plutôt sur fin d'année peut-être. Donc après en timing, pourquoi pas. Okay. Merci. Après, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ont des questions, à revenir vers nous, vers les intervenants, pour aller un petit peu plus loin, justement, par rapport à ce qui était présenté. C'est tout pour l'instant au niveau questions. N'hésitez pas, on y reviendra à la fin également. Merci Véronique, hein, pour cette présentation et puis toutes ces précisions au niveau de ILAB. Je vais laisser la main à Jérôme Lemonnier de l'ADRETS pour tout ce qui est présentation, projet, innovation et e-démo. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Jérôme Lemonnier, donc je suis chargé de mission innovation et filière santé et chimie au service économique de l'État en région. Donc, c'est un service qui fait partie de l'ADRETS, mais qui fonctionnellement est rattaché à la Direction générale des entreprises de Bercy. Et donc, on est une quinzaine d'agents et parmi ces 15 agents, en fait, il y en a 6 qui suivent les filières stratégiques régionales et qui ont en particulier un rôle important de relais de France 2030, aussi bien le volet national que régional, donc auprès des acteurs de l'innovation et du développement industriel et en premier lieu des entreprises. Donc d'abord, je vais commencer ma présentation donc, en parlant du volet national de France 2030 et en particulier de l'appel à projet e-démo qui est ressorti en début d'année, enfin en fin d'année dernière plutôt. Et ensuite, j'aborderai le volet régional. Pour rappel, France 2030, en fait, il y a un certain nombre d'ambitions qui ont été fixées en 2021, lorsque ça a été lancé par le président de la République. Donc, il y a en particulier une double ambition qui est de transformer durablement des secteurs clés de notre économie, donc par l'innovation technologique, et de positionner la France, pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. Donc, ça, c'est de la recherche fondamentale jusqu'à l'industrialisation, donc surtout en fait le cycle de vie d'une innovation. Alors, c'est très ambitieux, hein, puisque 54 milliards d'euros sont mobilisés, hein, donc à destination des entreprises, des universités, des organismes de recherche. Et donc, voilà, avec un enjeu, donc répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d'attractivité du monde qui vient et faire émerger les futurs champions de nos filières d'excellence. Alors, il y a 2 objectifs transversaux qui sont importants. C'est 50% des crédits, des dépenses qui sont consacrées à la décarbonation. Donc, c'est vraiment une priorité nationale. Et 50% aussi aux acteurs émergents, donc qui portent des innovations, porteurs d'innovation, sans dépenses défavorables à l'environnement. C'est important de le signaler aussi. Donc, France 2030 accepte la prise de risque et l'échec et investit dans l'innovation et l'industrialisation. Donc, il y a une mise en œuvre qui est collective. Donc, ça, c'est bien précisé dans le slide. Et alors, chose importante, donc c'est piloté par le secrétariat général pour l'investissement, donc qui est rattaché au service du Premier ministre. Donc, c'est vraiment au plus haut niveau de l'État que les décisions sont prises. Et il y a 4 opérateurs qui sont mobilisés pour la bonne réussite de France 2030. Donc, l'Agence de la transition écologique, donc, qui est l'ADEME,
l'Agence nationale de la recherche, donc là, c'est pour les projets qui sont portés notamment par des universités ou des acteurs de la recherche académique, la Banque publique d'investissement pour des projets portés par les entreprises et la Caisse des dépôts et consignations. Alors, il y a ça c'est aussi intéressant parce qu'il y a certaines choses que France 2030 n'est pas. Ce n'est pas un outil d'aménagement du territoire national. Donc, l'équité territoriale n'est pas prise en compte dans les décisions de lauréats, enfin de sélection ou de non-sélection. Ce n'est pas un moyen de réduire les écarts territoriaux infranationaux. Donc, ce n'est pas l'objectif de France 2030. C'est un dispositif, ce n'est pas non plus un dispositif au service du développement capacitaire ou immobilier. Donc, ça ne fait pas partie des objectifs recherchés par France 2030. On est vraiment sur une approche de transformation de l'industrie française par des technologies porteuses et des innovations qui sont porteuses et différenciantes. Et ce n'est pas un substitut aux actions conduites par les ministères, donc ça ne vient pas remplacer des actions ministérielles envisagées et déployées déjà au niveau national. Alors, il y a 10 objectifs et 5 leviers stratégiques. Donc, vous trouverez, voici les 10 objectifs. Donc, alors moi, en tant que chargé de mission filière santé, j'ai été naturellement concerné par l'objectif 7, qui concerne la santé. Mais vous voyez, il y a un certain nombre d'objectifs qui concernent les transports, en particulier les objectifs 4 ou 5, donc sur la production de véhicules zéro émission et le développement d'une mobilité, j'arrive pas à lire, attendez, d'une mobilité sobre, souveraine et résiliente. Donc la production d'un avion bas carbone aussi. Voilà, et aussi, bon, alors, chose qui est aussi intéressante, donc le développement des énergies renouvelables, donc, qui est aussi quelque chose qui concerne fortement la mobilité. Voilà. Et il y a 5 leviers stratégiques donc, qui sont importants et donc, qui concernent en fait tous les objectifs, qui portent sur tous les objectifs. Donc, assurer la souveraineté des chaînes d'approvisionnement. Donc, en électronique et en robotique, donc assurer la souveraineté des composants essentiels à nos chaînes de production. Former les talents de demain. Donc là, c'est pour le volet compétences et métiers d'avenir. Renforcer la souveraineté des technologies numériques et poursuivre la transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, France 2030 repose donc sur des appels à projets. Donc ça, je pense que vous êtes déjà au courant ou sensibilisés à ça, ou des appels à manifestation d'intérêt, donc qui sont opérés par les 4 opérateurs que j'ai mentionnés un peu plus tôt, donc l'ANR, l'ADEME, la BPI et la Caisse des dépôts et consignations. Donc, et en fait, à chaque fois, il y a un processus de candidature et d'évaluation, donc avec dépôt du projet sur le site de l'opérateur, évaluation du projet par un ou des experts indépendants, avis rendu par un comité de sélection composé d'experts français et étrangers, décision ministérielle pour des montants supérieurs à 10 millions d'euros ou du comité de sélection pour des montants inférieurs à 10 millions d'euros, et le taux de sélection est environ 15-20%. Alors, j'ajoute que dans chaque région, il existe un référent France 2030. Donc, là, pour la région Hauts-de-France, en fait, il est positionné au sein du SGAR. Et il s'agit de M. Gérald Fievé, que vous connaissez, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Alors, il y a aussi un volet régional qu'on abordera un peu plus tard. En ce qui concerne l'IDEMO national, donc, voici les éléments donc, de l'appel à projet, en fait, tel qu'il est sorti donc, fin 2025. Alors, l'objectif, donc, c'est toujours, donc, c'est le 5e, en fait, appel à projet de IDEMO. Donc, avec comme objectif donc, de développer des produits ou services très innovants et à haute valeur ajoutée, donc, afin de renforcer la base scientifique et technologique française. Les projets présentant une innovation de rupture sont privilégiés par rapport à ceux présentant une innovation de type incrémental. Donc, ce qui montre aussi la prise de risque de France 2030 dont on a parlé tout à l'heure. Alors, les porteurs de projets, ça peut être des entreprises, quelle que soit leur taille, mais pour les PME, pour les dossiers individuels, c'est seulement des PME. Donc, c'est une petite innovation qui a été introduite dans ce 5e appel à projet. Donc
Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir deux types de projets. Il peut y avoir des projets individuels ou des projets portés par un consortium. Et pour les projets portés par un consortium, c'est limité au maximum à 6 partenaires. La nature des projets soutenus, donc il s'agit de soutenir des projets ambitieux de développement expérimental et d'innovation industrielle, donc, et d'atteindre, lorsque cette échelle est applicable, un niveau de TRL compris entre 7 et 8 en se fondant sur des travaux antérieurs d'un niveau de TRL compris entre 3 et 6. Donc TRL, en fait, ça désigne en fait la capacité d'une innovation à aller de la recherche vers le marché. En fait, un TRL 1, c'est un nouveau produit de la recherche fondamentale. En fait, c'est quelque chose qui est encore, qui est à peine, qui n'est même pas vraiment en fait au stade de la preuve de concept. C'est juste une idée presque. Et le TRL 9 en fait désigne un nouveau produit qui est commercialisé. Ça, je pense que c'est quelque chose dont un certain nombre d'entre vous ici êtes bien au fait. La durée des projets, donc c'est entre 36 et 60 mois. L'assiette minimum de travaux, donc c'est supérieur à 4 millions d'euros pour les projets collaboratifs et à 2 millions d'euros pour les projets individuels. Donc ça, c'est aussi une petite innovation qui a été introduite par ce 5e projet, donc alors qu'avant, c'était 4 millions. Et là, en fait, on passe à 2 millions pour les projets individuels. Les dépenses éligibles, donc frais du personnel engagé dans le projet, coût des instruments et du matériel utilisé pour le projet, coût de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures aux fins du projet. Alors là, vous avez un tableau donc, qui indique les taux d'aide pour les activités économiques donc, par type d'entreprise. Donc, on s'aperçoit que les projets collaboratifs, en particulier les projets collaboratifs entre PME, sont davantage aidés, puisque les taux de subventionnement peuvent atteindre 60%. Donc, c'est vraiment intéressant. Et par contre, alors pour les ETI, le taux est quand même un peu moins favorable. Donc, l'aide est versée, l'aide financière est versée 50%, excusez-moi, c'est écrit un peu en petit, mais 50% en subvention et 50% en avance remboursable pour les activités économiques, c'est-à-dire pour les activités qui sont celles d'entreprises ayant un but économique, ou 100% de subvention pour les activités non économiques. Alors ça concerne en fait sont considérées comme non économiques les activités des entités, c'est généralement des établissements de recherche et d'enseignement supérieur, donc quel que soit leur statut, qui remplissent une mission d'intérêt général en consacrant une part prépondérante de leur activité, la R&D. Donc ça correspond souvent en fait à des laboratoires de recherche académique, universitaires ou de grandes écoles. Conventionnement. En ce qui concerne le conventionnement, donc c'est BPI France Paris qui a la main. Donc la convention est signée avec BPI. Elle précise notamment l'utilisation des crédits, le contenu du projet, le calendrier de réalisation, les modalités de pilotage du projet, le montant des aides et les critères de déclenchement des versements successifs, les prévisions de cofinancement des projets, les conditions de retour financier, les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l'évaluation des investissements et les modalités de communication. Donc, en fait, il y a tout un tas de choses. Alors, ça, c'est précisé dans l'appel à projet. Et si jamais vous déposez un projet qui est lauréat, évidemment, ça vous sera reprécisé. BPI France regarde de manière attentive, en fait, le bon déroulement du projet et demande des rapports intermédiaires et finaux. Et donc, ça joue aussi pour l'attribution des différentes échéances d'aide, en fait, telles que prévues dans le cadre de la Convention. Alors, les critères des critères de sélection, donc ça, c'est important et ça correspond en fait vraiment aux attendus de France 2030. Innovation et maturité du projet, capacité économique et financière du ou des bénéficiaires, capacité technique ou commerciale du bénéficiaire, composition du consortium, adéquation de la performance avec le marché applicatif, programme de maturation, de développement et de qualification, capacité avérée du projet à répondre à un ou plusieurs enjeux de souveraineté nationale, caractère stratégique à l'échelle nationale, régionale ou européenne et impact socio-économique. Voilà, donc il y a tout un tas de critères. Alors ça, c'est pareil, c'est vraiment repris dans le cahier des charges, en fait, et donc je vous invite à vous y reporter. La labellisation par un pôle de compétitivité est facultative, mais sera prise en compte favorablement.
Voilà. Et enfin, j'ai mis les dates de relève. Alors, il y en a une le 24 février, le 19 mai et le 9 septembre 2026. Alors, voilà, donc ça, c'est pour IDEMO national. Alors là, vous verrez sur le PowerPoint, en fait, il y a le volet national, en fait, où il y a voilà, donc, un certain nombre d'organismes et d'interlocuteurs qui peuvent vous renseigner. Hein. Et puis, il y a le volet régional également. Alors, le volet régional, c'est ce dont je vais parler maintenant. Voilà. Mais en faisant une recherche, si vous voulez, de manière très pratique, en faisant une recherche sur Google sur l'appel à projet IDEMO national, vous êtes orienté immédiatement vers le site de BPI France, et donc, qui est très bien fait, et vous pouvez trouver tous les renseignements utiles. En ce qui concerne le volet régional, alors, là, le volet régional est piloté par la préfecture de région et le conseil régional. Bon, l'enveloppe est beaucoup moins importante, évidemment, que le volet national, puisqu'on est en 56 millions d'euros, donc à peu près 1000 fois moins que le volet national. Alimenté à part égale par l'État et la région, est disponible jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, ce volet régional poursuit 3 objectifs, donc l'innovation dans les PME, l'accompagnement et le développement des filières et la collaboration entre des entreprises et des établissements, organismes de recherche, donc dans le cadre de projets collaboratifs. Pour chaque objectif, il y a un appel à projet et un opérateur, donc c'est BPI et l'antenne régionale de Lille, d'Amiens, pour les 3 premiers objectifs, et des appels à projets accessibles par Internet. Alors, le cadre thématique, en fait, donc, avant d'aborder les appels à projets, il y a un cadre thématique qui est, en fait, la stratégie de spécialisation intelligente du Conseil régional des Hauts-de-France, donc, qui porte un certain nombre de thèmes. Il y en a 7, hein, bioraffinerie et bioressources durables, économie circulaire et nouvelles fonctionnalités des matériaux, efficacité énergétique décarbonée, images, contenu, médias interactifs, intelligence artificielle embarquée, santé de précision et maladies civilisationnelles et ambition maritime. Donc, c'est des thèmes qui sont très larges et qui permettent, en fait, quand même voilà, il y a, en général, les projets d'entreprise, d'innovation d'entreprise ou de développement de filière, enfin, peuvent, de manière assez aisée, je dirais, être attachés à l'une ou l'autre de ces thématiques. Et il y a un thème qui est proposé par la préfecture, donc c'est l'adaptation climatique des activités sylvicoles. Alors maintenant, je vais détailler un petit peu et rapidement, en fait, les 3 appels à projets. Le projet d'innovation en Hauts-de-France, donc l'objectif, c'est de soutenir des startups, ETI et PMI de moins de 500 salariés. Donc, l'objectif des projets, donc, c'est favoriser la mise sur le marché de produits et services innovants à forte valeur ajoutée, encourager la création durable d'activités innovantes à dominante industrielle et création d'emplois, expérimenter en matière industrielle, réindustrialiser et diversifier. Donc, il y a vraiment un aspect... L'objectif, c'est vraiment la mise sur le marché d'un produit innovant. Voilà, c'est vraiment ça qui est au cœur, en fait, de cet appel à projet. Et donc, ça doit être vraiment ça l'objectif. Et donc, c'est à cette aune-là, en fait, que une candidature d'un porteur sera appréciée. Les activités éligibles, donc il y a les études préalables à l'innovation, la planification détaillée de la RDI, premier développement. Donc là, sur la durée de réalisation du projet, donc c'est 24 mois au plus. L'aide financière, donc ça va de 75 000 à 500 000 euros, donc répartie en subventions et avances remboursables. Donc 60% sub et 40% avances remboursables, et égal à 50% maximum des dépenses éligibles. Donc ça correspond à des projets, en fait, de 150 000 à 1 million d'euros. Dépenses éligibles, en fait, donc c'est précisé, donc les frais des personnels engagés pour le projet, les équipements, instruments utilisés pour le projet, le coût de la recherche contractuelle, évidemment, dans le cadre du projet, et les frais généraux liés au projet. Donc, on est vraiment dans le cadre d'un projet. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, une entreprise pourrait
rien n'interdit à une PME, par exemple, de déposer, mettons qu'elle est deux filiales, une qui fait de la recherche sur une thématique A, voilà, et qui veut développer un produit innovant dans cette thématique A, et puis elle a une autre filiale qui fait de la recherche et de l'innovation sur une thématique B, enfin, voilà, une filiale B qui fait de la recherche sur quelque chose de complètement différent. Et en tout, rien n'empêche cette PME, puisque les deux projets sont totalement différents, avec des personnels différents, des équipements différents, donc de déposer deux fois sur le même appel à projet. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est a priori possible. Ensuite, alors rapidement, je vais parler du projet de soutien aux filières. Donc là, c'est des projets qui sont un peu plus importants. Donc l'objectif, là, c'est la création d'une unité industrielle partagée, donc avec en particulier mise en commun de compétences techniques, mise en place d'outils collaboratifs, donc de plateformes technologiques mutualisées, de démonstrateurs pour l'industrie du futur. Donc là, on est vraiment dans une optique en fait, de renforcer la compétitivité d'une filière industrielle donnée. Donc ça peut s'entendre dans un sens assez large ou dans un sens précis. Ça peut être des thématiques, ça peut être tel type de dispositif médical vraiment sur lequel les Hauts-de-France auraient une différenciation forte et il y aurait besoin d'un outil qui permettrait de développer les compétences techniques sur ce sujet-là. Donc ça peut être ça, puis ça peut être quelque chose de plus général, ou l'agriculture, par exemple, ou la mobilité, ou que sais-je. Voilà. Donc c'est vraiment, faut pas entendre filière forcément dans un sens restrictif. Voilà. C'est apprendre, c'est modulable en fait un peu selon le type de projet industriel. Donc l'aide financière, elle va de 250 000 à 2 millions d'euros, répartie en subventions à hauteur de 50% et avance remboursable 50%, égale à 50% maximum des dépenses éligibles. Et enfin, alors les projets collaboratifs de recherche en Hauts-de-France. Donc l'objectif, c'est de soutenir des projets de développement expérimental. Donc ça, c'est IDEMO régionalisé, si vous préférez. Donc l'objectif, c'est de soutenir des projets de développement expérimental et d'innovation industrielle portés par des PME en lien avec la recherche académique, ayant un objectif de fabrication industrielle et de mise sur le marché de produits et services procédés à forte valeur ajoutée et en forte croissance. Donc là, il y a une condition qui est très importante sur le consortium. En fait, il faut au moins 2 entreprises, dont une PME ou ETI, enfin c'est une PME, et au moins un organisme de recherche. Donc, et au maximum 5 partenaires. Donc, oui, possibilité des projets interrégionaux sont possibles aussi. Donc, il s'agit, là, les objectifs, ils dérivent en fait de ce qui a été dit précédemment. La durée de réalisation des projets, donc entre 24 et 60 mois. L'assiette minimale des travaux, donc entre 1 et 4 millions d'euros. Et les dépenses, en fait, on retrouve finalement les mêmes types de dépenses en fait, que pour des projets d'innovation individuelle qu'on a vu tout à l'heure. Donc, voilà, je n'ai pas de commentaire particulier là-dessus. Voilà, je vous ai mis les taux d'aide, donc on voit que c'est quand même bien soutenu, alors surtout pour des projets des projets collaboratifs. Alors, ici, il y a une petite note 1, donc si vous voulez, je vais passer parce que je vois que le temps presse, mais je pourrais vous préciser ce que c'est si vraiment ça vous intéresse. Enfin, c'est dans le cahier des charges, donc il n'y a pas de surprise et il n'y a rien de caché là-dessus. Hein. Voilà. Alors, sur l'aide financière, donc ça, je l'ai précisé. Alors, les activités non économiques, c'est toujours la même chose que pour IDEMO national. En fait, c'est vraiment ça. On est vraiment pareil sur des activités qui sont portées par des acteurs de la recherche académique, en premier lieu. Les engagements des bénéficiaires, donc, c'est assez classique. Hein, il n'y a pas de... Voilà. Donc, on note qu'il y a
en particulier respecter les modalités de suivi indiquées dans l'appel à projet et dans le contrat d'aide, tenir informé l'État, la région et BPI-France de toute modification du programme durant son exécution, donc ça c'est une clause qui est importante, et répondre à leurs sollicitations éventuelles. Donc, on voit parfois que ça arrive effectivement, surtout lorsqu'on est une petite PME ou un acteur émergent, une start-up, qu'il y ait des modifications dans le programme. C'est tout à fait possible, mais il faut prévenir forcément les acteurs publics qui ont accordé la subvention. Alors, les critères de sélection, donc contribution aux enjeux de la filière, clarté et organisation du dossier déposé, comparaison à l'état de l'art. Donc, on regarde, il y a une analyse marché qui est faite, ça c'est important de le souligner. Inscription dans les tendances du marché, degré de rupture et caractère innovant, équilibre du plan de financement. Donc, évidemment, on regarde si l'acteur, l'entreprise qui porte le projet est convenablement financée. Donc, si elle n'est pas en difficulté ou avec un risque de défaut de cash à court terme. Retombées économiques, sociales et environnementales, emploi potentiel généré par le projet. Donc, cet aspect-là, il a un aspect important au niveau régional, parce qu'on regarde toujours, au moment de l'instruction, les retombées économiques et en termes d'emploi dans la région. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, capacité du porteur à mener à bien le projet, propriété intellectuelle générée, et accord de consortium, inscription dans l'écosystème local. Donc, et là, il reste 2 relèves, en fait. Donc, le 28 avril 2026 et le 1er juin 2026. Et alors, il y a une chose, j'ai dit que les crédits étaient mobilisables jusqu'au 31 2026, mais le 1er juin, donc, c'est la dernière relève pour IDEMO, tout simplement parce qu'il faut prévoir un temps d'instruction. Donc, ça sera le 2e semestre, en fait, à partir du 1er juin jusqu'au 31 décembre, de manière à ce qu'on puisse assurer la consommation des crédits avant le 31 décembre. Voilà. Bon, je vous ai mis quelques chiffres, mais je vois que j'ai déjà pris beaucoup de temps, donc je vais passer un peu là-dessus. Donc, vous aurez ça dans les slides qui montrent un peu qu'il y a encore des sous sur ces différents dispositifs, donc il ne faut pas hésiter à candidater. Voilà, donc là, c'est pour l'innovation. On voit quand même que le Nord-Pas-de-Calais est généralement mieux. Il y a plus de candidats dans le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est surtout dans le domaine de la santé, pour le moment, qu'on a des candidats. Voilà, donc ça, c'est sur filière. On s'aperçoit aussi que le Nord est bien loti. Et sur IDEMO, c'est pareil. Il y a aussi une dominante qui est pour le Nord, mais la Somme est bien présente aussi. Et la santé est aussi bien représentée. Voilà, je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions, voilà, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans l'onglet. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je vais se faire laisser la main tout de suite à Jean-Christophe Le Breton de Siemens pour son retour d'expérience et témoignage sur un de ces dispositifs où Siemens a postulé. Oui, bonjour à tous. Je vais partager cette expérience du dépôt d'un projet de R&D qui s'appelle Tracy Plus. Donc, je suis Jean-Christophe Le Breton, je suis le directeur technique de Siemens Mobility pour la France. Alors, certains peuvent être un peu surpris de voir une entreprise allemande faire l'objet de subventions publiques, mais je vous explique un petit peu pourquoi c'est possible aussi. Donc, Siemens Mobility, c'est anciennement une entreprise française qui s'appelait Matra, qui a été rachetée par Siemens au début des années 2000, qui est composée, qui appartient au groupe Siemens, comme je l'ai dit, et donc qui est avec 3 sites qui sont dans le nord de la France, à Lille, site historique, à Châtillon, dont c'est le siège, donc très proche de Paris, et puis également à Toulouse. Donc, on est environ 800 collaborateurs, dont 50 apprentis. On travaille beaucoup avec des fournisseurs français, 2 centres de R&D à Châtillon et à Toulouse. Donc, à Châtillon pour tout ce qui est automatisme ferroviaire, et puis Toulouse pour ce qui est automatisme de métro automatique léger de type VAL. Donc, oui, Siemens Mobility, on travaille dans la mobilité ferroviaire.
en particulier sur les automatismes de systèmes de métro, et puis également sur la fourniture de systèmes clés en main, de métro complètement intégrés. Vous voyez un petit peu le rayonnement de l'entreprise. On équipe énormément les systèmes de métro parisiens. La ligne 1 est complètement automatisée. Pour ceux qui habitent à Paris, vous la connaissez certainement, par des systèmes Siemens. La ligne 4 également. La ligne 14, très récemment mise en service et prolongée jusqu'à l'aéroport d'Orly avant les JO par Siemens. On intervient sur les 3 lignes du Grand Paris Express, 15, 16 et 17, donc on fait en fourniture des automatismes intégraux. Et puis également partout dans le monde, et en France également, à Toulouse, à Lille, à Rennes, et puis à Francfort, beaucoup à New York. Voilà. Donc, une entreprise Siemens Mobility, avec un fort ancrage français, une R&D 100% française, un produit et des systèmes complètement développés en France, et qui est un rayonnement international. Voilà. Donc on travaille beaucoup, comme je l'ai dit, sur les CBTC, donc qui sont les systèmes d'automatisme de métro, et la cybersécurité, je vais en parler un petit peu, les métros automatiques légers, la maintenance, et puis le software as a service, je vais pas m'étendre là-dessus. Et donc le programme Tracy Plus, dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui, c'est vocation à ajouter une grosse partie de cybersécurité dans les systèmes d'automatisme qui sont déployés chez nos clients. Donc, c'est ce qu'on appelle le CBTC, donc Communication Based Train Control, qui repose sur une communication continue entre des calculateurs qui sont installés à bord des trains, ainsi que des capteurs, et puis des calculateurs qui sont installés au sol, ainsi que des moyens de supervision, des moyens d'opération, de lignes de métro. Donc, c'est un système qui comporte énormément d'interfaces, qui est complètement digitalisé, et évidemment, avec des communications sans fil, des communications filaires, du réseau, tout ce que vous pouvez imaginer comme langage de programmation, des calculateurs dans tous les sens, et donc qui permet aux opérateurs d'améliorer la qualité de service des lignes de métro, de s'adapter à l'offre et à la demande, de réduire la consommation énergétique des lignes de métro. Donc on parle d'une réduction de la consommation énergétique de 20% entre un système complètement automatisé et un système avec conducteur, d'améliorer l'expérience passager, etc., etc. Donc voilà, c'est l'un des produits que l'on développe ici à Châtillon, et donc que l'on déploie, comme je l'ai dit, beaucoup à Paris, beaucoup en France et un peu partout dans le monde. Et donc le programme Tracy Plus, qui donc a fait l'objet d'une subvention, est une réponse à la loi de programmation militaire qui impose aux organisations d'importance vitale de renforcer la sécurité, la cybersécurité des systèmes d'information et des systèmes de manière générale. Donc, de cette loi de programmation militaire, le décret d'application est sorti en 2016, et puis progressivement, des normes ont été éditées par un ensemble d'organismes, donc l'IEC 6243, l'ISO 27001, la NIST aux États-Unis, etc., qui justement ont vocation à renforcer le niveau de protection cyber des systèmes industriels qui sont déployés chez les opérateurs. Et donc en 2022, pour répondre à ces évolutions normatives et puis également, bien entendu, à la menace, Siemens Mobilité a annoncé le programme de Tracy Plus, donc Train Guard Cyberization, c'est pas forcément un mot qui existe, mais bon, voilà, c'est celui qu'on a trouvé, donc qui vise à adresser l'ensemble des thèmes des différentes normes et des réglementations en vigueur. Donc, pour pas vous abreuver technique, mais la défense en profondeur, la gestion des accès au système, l'administration des systèmes, la journalisation, la détection automatique potentielle d'incidents de cybersécurité, etc. Donc tout ça, c'est un programme très, très gros, qui dépasse un petit peu les montants qui ont été évoqués tout à l'heure, et de 16 millions d'euros sur 4 ans. Donc, qui a été labellisé e-Trans, qui a été subventionné par la Banque publique d'investissement à hauteur de 30%, un mélange d'avance et de subventions. Voilà, donc on est assez content de ça, parce que ce n'était pas forcément évident qu'une entreprise, encore une fois, avec le nom de Siemens, puisse être éligible à ce type de subvention. Donc, on a démontré que oui, la R&D française, même si elle est portée par une entreprise internationale, peut être subventionnée. Et puis, on était assez content du fait qu'un programme de cette envergure-là puisse être reconnu
d'importance stratégique pour la France et pour les opérateurs français. Donc voilà le retour d'expérience. Je vois qu'il y a des questions, je ne sais pas si j'y réponds en même temps ou à la fin. On pourra les prendre juste à la fin. Je les compile. Là, il y en a une autre pour eLab. D'accord, Véronique, n'hésitez pas à répondre peut-être en direct pour eLab. Et puis pour Tracy Plus, là, on fera juste après. Je vais continuer, puis on verra les questions après. Ça marche. Donc, je fais un rapide retour d'expérience, parce que je vois qu'il reste deux de toute façon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la dépose d'un dossier de cette envergure, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas vraiment évident. Alors, ça, c'était un gros dossier. Je ne sais pas si c'est vraiment la norme, les dossiers de cette envergure-là. Je sais qu'il y en a d'autres avec des concurrents ou d'autres qui sont aussi gros, mais voilà. Donc, il faut être patient, il faut être persévérant. C'est aussi une habitude. Hein, donc, nous, en tant qu'ingénieurs, on n'a pas forcément l'habitude de faire ce type de dépôt. Et donc, ce que nous, on peut recommander dès que les dossiers sont d'envergure, c'est un accompagnement par des entreprises qui sont un petit peu spécialisées dans ce type de dossier, de dépôt de dossier, qui aident à la construction du dossier, mais qui aident aussi à la navigation des arcanes de l'administration. Alors, c'est pas forcément toujours bien compris, en fait, quand on est industriel, de savoir à qui il faut s'adresser, qui doit être impliqué dans le dossier. De temps en temps, il faut toquer aux portes. Donc ça, c'est un accompagnement qui, en tout cas pour ce dossier, nous a été extrêmement nécessaire et utile. Et donc, je le recommande à toute entreprise qui souhaite déposer un dossier assez conséquent. Je pense que les petits dossiers ne nécessitent pas forcément des gros dossiers comme ça. Avoir cette compétence-là est vraiment je dirais pas une garantie, mais un gage d'amélioration et de probabilité de succès dans la finalité. Après, on a effectivement, ce dossier a été labellisé par iTrans. C'est par des audits d'experts. Donc, on a démontré la plus-value de ce dossier. Donc, c'est un appui supplémentaire non négligeable qui a permis de rassurer les financeurs publics sur la pertinence et de la solidité du dossier présenté. Donc, pour tous ceux qui sont dans le cadre de Trans, j'invite à le faire. Ce n'est pas très, très compliqué. On s'appuie quand même beaucoup sur des choses qu'on doit de toute façon montrer et présenter aux différents auditeurs. Donc c'est quelque chose qui me semble positif. Et puis, alors, pour finir, un effet un peu de bord de ce dossier, c'est que ça nous oblige à structurer les projets en interne. Parce que des fois, on peut avoir tendance à avoir une idée, puis à partir, et sans forcément avoir bien construit le chemin ni la finalité, que je parle d'expérience. Et donc, le fait de déposer ce dossier oblige en interne à structurer, à avoir une vision sur 1, 2, 3, 4 ans, ça dépend de la durée du projet, et aussi à structurer aussi l'avancement. On a parlé qu'il fallait systématiquement démontrer le bon avancement pour avoir les subventions chaque année. Mais en fait, c'est utile pour, bien sûr, les subventions, mais c'est également utile pour le jalonnement de notre projet. Donc, c'est l'effet de bord positif, je trouve, de ce type de projet qui nous oblige à structurer, il nous oblige à bien suivre et à bien avoir une vision de là où on veut aller. Voilà, c'est tout pour moi. Je suis allé assez rapide puisqu'on est au bout de l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est vrai, alors je reviens sur tout ce qui est labellisation et quand on postule à ce type de dispositif, en fait, ça permet d'avoir une vision globale du projet. Quand on est sur un projet d'innovation, il y a ce côté passion, il y a ce côté un peu tête dans le guidon parce qu'on est vraiment focus projet. Et quand on a ce regard externe d'experts, de financeurs, ça permet peut-être d'avoir une vision plus globale et sur du plus long terme et de cocher un petit peu toutes les cases et pas juste le côté technique, innovation, mais aussi la dimension économique et viabilité du projet à l'avenir. Donc voilà, ça c'est aussi retour d'expérience au niveau de notre pôle, mais c'est une plus-value et un projet labellisé et accompagné, ça donne un effet levier en fait pour obtenir les financements derrière, parce que c'est exactement les questions qui sont posées en amont de cette préparation qui seront posées par les guichets de financement ensuite. Donc voilà, petite remarque là-dessus. Au niveau des questions, on va y revenir tout de suite. On en avait une sur le projet Innovation France 2030 annoncé. C'est quel programme?
et qu'est-ce qu'il a à voir avec Tracy Plus. Donc, non, enfin, le projet innovation là, donc, que j'ai présenté, en fait, c'est le volet régional et en fait, c'est pour des projets qui sont de bien moindre envergure, en fait. Hein. Donc, c'est des projets qui sont compris entre 150 000 et 1 million d'euros, hein, puisque il s'agit d'aller chercher des subventions entre 75 000 et 500 000 euros. Donc là, le montant de Tracy Plus, en fait, était de 16 millions d'euros. Donc, ça a été certainement, alors je ne sais pas exactement sur quel guichet national il y a eu la candidature, mais ça n'a pas été au niveau régional. Non. Oui, je pense que c'était pas. À la fin, c'était signé par le Premier ministre de l'époque. Donc, oui, c'était pas au niveau régional. Et en effet, alors de mémoire, c'est IDEMO, mais je ne sais pas catégorie. Si, c'était IDEMO national. Je regarde, alors on n'a plus de questions. Pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à scanner ce QR code pour avoir un petit avis, un petit retour à chaud au niveau de ce webinaire, ce que vous avez apprécié, les points d'amélioration. En tout cas, il a été enregistré, il sera diffusé, vous le recevrez directement par mail à ceux qui ont participé, mais il sera également diffusé sur nos réseaux et notre site e-trans. N'hésitez pas à vous rapprocher de tous nos intervenants si vous voulez des précisions ou aller plus loin sur une éventuelle candidature. Ils sont là pour vous aider et nous également, on vous soutient là-dessus. Donc, merci à tous. Hein, merci d'avoir répondu présent, en tout cas pour ce webinaire du jour. Merci pour votre expertise. Et puis, j'espère que des porteurs reviendront vers vous pour la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.